Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Il est sans conteste dédié, le débat politique au Bénin, ces dernières semaines aux législatives d'avril prochain. Alors que toutes les énergies y sont consacrées, une annonce comme pour détourner l'attention de l'essentiel. La révélation du nom du tout premier candidat pour la présidentielle de 2021. Le professeur Narcisse Tometi, un nom rendu public par le concerné lui-même à 2 ans du scrutin en question, bien loin des législatives, mais aussi des communales et locales. Certes, les scrutins ne sont pas liés, mais la démarche relève-t-elle réellement de l'audace ou plutôt d'une mauvaise blague? La préoccupation, mesdames, messieurs, sera singulièrement la trame de ce numéro de votre émission débat 100% Bénin. Ce sera autour du thème présidentiel de 2021 au Bénin. Déjà, l'annonce de la toute première candidature. Quel intérêt et quel enseignement? Pour l'instant, analyse un sociologue et un analyste. À ma gauche, le docteur Patrick Renou, sociologue politiste, il est expert en gouvernance démocratique. Docteur Patrick Renou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. C'est moi. En face de vous, Marcel Zoumenou, journaliste, analyste, il est assistant du directeur de publication de la très en vue que beaucoup regrettent, la Nouvelle Tribune, silencieuse depuis peu. La revue la plus en vue, disais-je, va devoir encore attendre quelques temps avant de faire sa réapparition. Marcel Zoumenou, bonjour. Bonjour Joël. Et comment se fait... Il vous répondre à la façon. Comment vit-on cette attente de plus en plus lancinante? Mais on est à 2019, c'est toujours un nouveau départ, une nouvelle année. Cette suspension par la HAC, ça devient difficilement tenable. Mais comment on embrasse 2019 avec? Bon, on embrasse 2019 avec beaucoup d'espoir. L'espoir que la HAC puisse revenir sur sa décision. Ça fait quand même 7 mois. C'est pas facile à gérer pour des gens comme nous qui avons des engagements familiaux et qui avons des responsabilités. Et donc, nous entamons 2019 avec l'espoir que, ou soit la HAC actuelle ou la HAC prochaine puisse revenir sur cette décision totalement arbitraire, injuste et inique. Ah oui, c'est la réalité aussi de la presse béninoise. Marcel Zoumenou, une fois encore, merci pour la disponibilité. Narcisse Tometi, professeur institutionnaliste. On retient désormais le nom comme tout premier candidat déclaré pour la présidentielle de 2021 au Bénin. La nouvelle ne fait plus l'ombre d'aucun doute. Elle aura officiellement été rendue publique par le concerné lui-même. Alors, je me retournerai directement vers Patrick Renou. Comment le sociologue politiste a-t-il accueilli cette nouvelle? J'imagine à laquelle vous ne vous attendiez pas. Merci beaucoup. D'abord, je vais adopter une position mi-figue, mi-raisin. D'abord, il faut dire que c'est tout à fait normal que des citoyens béninois pensent à l'avenir de leur pays. C'est tout à fait normal que l'on explore la question dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine politique, où il s'est trouvé quelqu'un qui pense qu'il sera utile pour l'avenir du pays, pour relever les défis qui sont ceux du pays. C'est tout à fait normal que chacun se prononce et cherche à jouer un rôle important, un rôle de premier plan. Et deuxième chose, c'est que il est important aussi que lorsqu'on fait cette déclaration, c'est qu'on est dans la logique d'une certaine concurrence politique, une concurrence et qui, plus est, permettra à l'auteur de la déclaration de proposer une alternative, puisque c'est en proposant des alternatives que l'on peut espérer réaliser l'alternance au sommet de l'État. Et donc, je peux dire d'emblée que on est en phase par rapport à cette première préoccupation ou à ce premier volet. Le second volet, c'est que c'est quand même audacieux de vouloir jouer ce premier rôle, surtout quand on est quasiment inconnu de la scène politique. Et la politique, c'est, en tout cas au Bénin, il faut vraiment faire ses premières armes, il faut
il faut montrer toute la preuve de son efficacité, et d'abord par sa présence, et je vais dire marquée, donc dans l'arène politique. Et ce n'est pas le cas de figures auxquelles on assiste actuellement avec cette déclaration de candidature. Donc, il est possible aussi de commencer la chose un jour. Et donc, je peux laisser entendre simplement que nous avons face à nous un candidat qui doit être conscient de l'ampleur de la tâche et ne pas se contenter d'une déclaration d'intention, et qu'il y a du boulot à faire, notamment dans l'arène politique, qui est celle du Bénin, et qu'il va falloir vraiment retrousser les manches pour marquer son territoire et espérer ratisser large pour drainer vers soi, n'est-ce pas, un grand monde, ne serait-ce que pour briguer, n'est-ce pas, cette magistrature suprême. Marcel Zoumenon, oui, vous avez suivi cette déclaration, la démarche du professeur Narcisse Tometi, que vous connaissez très bien avec ses plumes. Alors, comment vous avez accueilli, vous, cette annonce? J'imagine aussi que vous ne y attendiez pas. Et pas du tout. Parce que j'ai eu à côtoyer en tant que journaliste le professeur Tometi. J'ai suivi quelquefois ces conférences. Mais bon, je ne pouvais pas imaginer qu'il pouvait avoir de telles ambitions. Si nous devons faire une comparaison, je vais retourner en 2010. En 2010, je me rappelle très bien que à un an environ de l'élection présidentielle de 2011, un monsieur totalement inconnu avait fait une déclaration du genre. Il s'appelle Félix Onambi. C'était un cadre de la direction des pêches. Et ça avait été retransmis sur l'ORTB où il était le premier à déclarer sa candidature. Et par la suite, ça fait le buzz pendant quelques jours. Et puis, piche, on ne l'a plus jamais revu jusqu'à ce jour. Et quand j'ai appris la déclaration du professeur Tometi, je me suis rappelé de ce fait et je me suis dit, voilà encore un phénomène, comme moi je l'ai dit, de quelques accidents de parcours en politique. Mais quand je connais le professeur, j'ai commencé à le prendre plus au sérieux. Parce que contrairement à M. Renaud, le professeur Tometi n'est pas pour autant étranger au milieu politique. Il était directeur de l'école de la conscience, de la nouvelle conscience, qui était une école idéologique portée par l'ancien candidat Pascal Irénée Koupaki. Et moi, je l'ai vu animer beaucoup de confiance dans le cadre de cette école. Et donc, par ce rôle qu'il a joué dans l'organigramme politique du candidat Koupaki, il a sûrement une certaine connaissance du milieu politique. Et puis après, je l'ai suivi parce que, pour ne trahir aucun secret, lui et moi, nous sommes sur le même forum, un forum de discussion sur WhatsApp. Et j'ai suivi que depuis un certain temps, il était plus en odeur de sainteté avec ce candidat et qu'il n'était plus en odeur de sainteté avec l'idéal politique incarné aujourd'hui par le gouvernement de la rupture. Et j'ai constaté qu'au fil de ses écrits, qu'il y avait du désespoir ce chose-là. Est-ce ce désespoir qu'il veut transformer en espoir en disant j'ai regardé un peu l'environnement, je pense que je peux faire quelque chose. Je sais que c'est quelqu'un de très pointueux sur la réflexion, quelqu'un de très ambitieux dans sa manière de voir les choses, sa manière de changer le fonctionnement de nos États en Afrique. Je dirais par ailleurs que c'est un panafricaniste. Et donc, je crois qu'il a dû dire, il faut qu'on transforme le désespoir en espoir. Et ayant analysé ses capacités, il a dit, je peux faire quelque chose, contrairement à l'autre monsieur de 2010 qui a disparu depuis. Et donc, moi, je crois que ce n'est pas de la blague. Il a réfléchi, il a mûri sa chose et il a dû l'annoncer. Et le fait de l'avoir annoncé à 2 ans d'une élection présidentielle, ça prouve qu'elle est intéressée dans une démarche vraiment sérieuse, une démarche que je trouve même
scientifique parce Ah que... bon, 2 ans, les Béninois se disent, mais ça fait trop tôt, qu'ils ne leur donnent pas vraiment le temps de se concentrer sur l'essentiel. Il aurait fallu attendre un peu plus encore. L'essentiel, c'est quoi? C'est peut-être, vous allez me dire, c'est les législatives. Non, je crois que, je crois que cette démarche a l'avantage que ça permet aux citoyens d'apprendre à connaître leur candidat avant d'aller à ce scrutin. J'ai toujours dit par ici que c'est inadmissible de croire qu'au Bénin, c'est tous les oiseaux rares qui réussissent à avoir le pouvoir. Aucun pays sérieux ne fait cela. Et j'ai toujours dit que quand vous regardez les pays qui ont une tradition démocratique, le pouvoir d'État, le pouvoir de chef de l'État se donne à celui qui a montré ses preuves par ailleurs à d'autres postes de responsabilité au bas niveau. Quand vous prenez par exemple la France, vous allez voir que la plupart des présidents ont soit été ministres, soit été députés, soit conseiller général ou conseiller municipal. Et donc, les gens ont eu le temps de les voir faire, de les voir pratiquer, de montrer leur goût pour la gestion de la chose publique. Parce que, comme je l'ai dit toujours, le poste de président de la République, c'est comme le plus grand poste de responsabilité dans un couvent. On ne le donne jamais au dernier initié. On le donne à quelqu'un qui connaît le fonctionnement du couvent, quelqu'un qui a la pratique des choses. Et donc, moi, je trouve que, comme je le disais tout à l'heure, cette démarche a l'avantage de nous faire découvrir le candidat dans toutes ses dimensions. Et je me rappelle très bien que le quotidien La Croix avait initié un projet, paix à son âme, le feu confrère André Quenom était porteur de ce projet où il voulait faire découvrir les candidats. Je crois que c'était à la veille de l'élection présidentielle de 2011 où il avait même sorti une brochure pour faire découvrir les candidats, pour faire connaître mieux les candidats aux prochaines élections. Et que ça ne soit pas le jour où la personne porte sa candidature, bien pose sa candidature, qu'on le découvre à la Sénat avec un dossier en main. C'est pas responsable. Oui. Bon, si vous permettez, je pense que j'ai des raisons de dire ce que j'ai avancé tout à l'heure, parce que la question est une question essentielle. Jouer les premiers rôles dans un État n'est pas une sinecure. Ce n'est pas de la tarte. Et je pense pour ma part que si vous connaissez très bien la sociologie du Bénin, on peut dire d'emblée que M. Tomesti est en train de se tromper un peu de procédure. Et pourquoi? Parce que lorsque vous déclarez, encore que vous n'êtes pas très bien assis politiquement, lorsque vous déclarez tout de go que vous serez candidat, vous vous rendez d'abord fragile. Fragile sur plusieurs points, parce que d'un coup, vous allez en recevoir. La deuxième chose, nous sommes à l'ère des grands rassemblements. Et, sauf erreur de ma part, je n'ai pas connaissance que M. Tometi s'est inscrit dans cette logique. Du moins, la précipitation avec laquelle, l'empressement avec lequel il a déclaré sa candidature, l'isole un peu du schéma que je viens de peindre. Troisième chose, toujours en recourant à ce que j'ai appelé la sociologie du Bénin, c'est que M. Tometi n'a pas pris langue avec d'autres milieux, n'a pas cherché à s'enraciner, en tout cas, de part à créer un mouvement, par exemple, ou bien à travailler de commun accord avec de petits groupes, ne serait-ce que pour que ces idéaux soient racinés dans le pays avant de passer à cette étape. Il dit que lui veut faire la vraie rupture. Oui, mais il ne s'agit pas simplement de déclarer une intention. Et quatrième élément, sinon cinquième élément, il y a des questions financières. De quels moyens dispose-t-il? Voyez-vous, les nouvelles réformes avancent des chiffres assez faramineux pour prétendre être candidat à la magistrature suprême. Et donc, à supposer même qu'il ait des possibilités de rentrer en possession de ce pactole pouvant lui permettre de battre campagne, à supposer même. Il reste beaucoup d'éléments, il reste beaucoup d'aspects. Et donc, c'est vrai, on peut être animé de très bonnes intentions, mais la bonne intention seule ne suffit pas. Et donc, à l'heure actuelle, il est difficile
de prendre très au De sérieux donner la parole la déclaration de M. Difficile de prendre très au sérieux la parole de Narcisse Tometi, n'est pas sur ce plateau, mais ces propos sont là, on va les partager avec vous. En attendant d'avoir la réaction de votre vis-à-vis, Marcel Zoumenou, est-ce qu'il faut prendre au sérieux la déclaration de Narcisse Tometi? Je fais vivre ceci qu'il a dit par rapport à ces questions qui lui sont posées. Je vais briser et anéantir, dit-il, la barrière inutile des 250 millions. Elle n'a rien de vertueuse et de patriotique. Ceux qui ont amassé l'argent public par des méthodes obscures ne peuvent empêcher des intellectuels patriotes de devenir président de la République. Je m'en arrête là. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça vous rassure un peu? Non, mais de quels moyens dispose-t-il pour inverser la tendance? La caution à payer, c'est déjà voté. En réalité, il ne peut pas changer la donne à ce niveau. Mais, encore une fois, peut-être qu'il a de très bonnes intentions. Ce qu'il dit est tenable, ne serait-ce que du point de vue des idées. Tout le monde sait que nous traversons des périodes assez difficiles. Pas seulement au cours de ce mandat. La question de la jeunesse a été une question, ou est toujours une question qui doit préoccuper tous ceux qui veulent diriger. On reviendra sur cette question des jeunesses. Il a répondu aussi, mais avant. Oui, le socio-anthropologue politiste a évoqué un certain nombre d'aspects. On commence par le tout dernier, auquel Narcisse Tometi a apporté d'éléments de réponse. Votre réaction, avant qu'on ne remonte sur les autres aspects évoqués. Mais je crois qu'en parlant tout à l'heure, je m'étais beaucoup plus appesanti sur le profil. Et en comparant par rapport à ce qu'il veut. Et j'ai dit, et je dirais toujours que M. Tometi, le professeur Tometi, a la capacité, a la possibilité, a les moyens intellectuels pour prétendre à cela. C'est-à-dire que quand on voit sa manière de réfléchir, quand on voit les points de vue qu'il développe, il a les capacités intellectuelles pour ces choses-là. Maintenant, a-t-il les capacités politiques? A-t-il les capacités financières? Ça, c'est un débat parce que en dehors du profil, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte dans la réussite d'un projet politique comme celui-là. Et donc, quand nous mettons maintenant ce profil dans le contexte béninois, il y a beaucoup de choses qui pourraient lui manquer. Et donc, fort de ça, je dirais que M. Anon a raison sur certains plans. D'abord, si nous prenons par exemple l'organisation politique. Parce qu'aujourd'hui, le nouveau code, je crois bien, a stipulé qu'il faut que votre candidature soit portée par un parti. Jusqu'à ce jour, M. Tometi, en tout cas pour ce que je sais, n'est pas encore membre d'un parti ou bien d'un bloc en constitution actuellement. Ça, c'est un premier handicap. Le deuxième handicap, et il a dit aussi, c'est l'handicap financier. Les nouvelles lois qui régissent l'organisation des élections au Bénin ont amené les cautions à un montant faramineux pour le président de la République de 250 millions. En dehors de 250 millions, la loi permet de dépenser jusqu'à 2,5 milliards. Je ne suis pas sûr que le procès ait ses moyens. A-t-il la capacité de les mobiliser, soit à l'intérieur du Bénin ou à l'extérieur? Je n'en sais rien. Et donc, quand nous mettons ces paramètres, ces éléments dans la balance, nous voyons que sa candidature, bien que j'apprécie la démarche, et je dis que c'est une démarche qu'il faut encourager dans le futur, porte quelques faiblesses. Et les faiblesses, ce sont ce que je dis. La carrure politique, elle n'est pas portée par un groupe. Peut-être que dans le futur, il va se faire porter par un groupe. C'est possible ça aussi? Oui, c'est possible. Dans le contexte actuel, oui, c'est vous voyez se faire porter par un groupe? Tout à fait, tout est possible. Et donc, le deuxième élément, c'est l'aspect d'argent. Mais l'homme dit qu'il va briser et anéantir la barrière pour lui inutile de 250 millions. Comment est-ce possible dans, une fois encore, le contexte actuel? Non, c'est possible. Moi, je crois que c'est possible si il travaille en groupe avec d'autres personnes qui pensent que
on peut chercher à avoir une assemblée prochaine qui sera composée majoritairement de députés qui ne partagent pas forcément les points de vue que le pouvoir actuel et qui peuvent, avec cette majorité, faire abroger certaines lois, dont celle-là qui stipule les choses là. Donc, à ce niveau, je crois que s'il travaille dans un groupe donné, il peut réussir, s'il réussit à faire abroger cette loi, et donc la barrière de 250 millions sera sautée. Mais tant que la loi reste toujours en vigueur, ça va être difficile. Patrick Renon, briser la barrière, dit-il, inutile des 250 millions en parlant du contexte. Est-ce vraiment faisable? Ou là, on rêve encore? Bon, sur ce plan, je reste pessimiste. Je reste pessimiste tout en faisant observer que la question peut être débattue après les élections législatives, si tant est que les élus parlementaires en jugent de son opportunité. Mais il faut quand même penser avec beaucoup de bémol parce que c'est pas évident. Deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que oui, c'est un monsieur Tometti, c'est un grand intellectuel. Il a les capacités intellectuelles pour prétendre à ce poste important pour le pays. C'est vrai. Mais nous avons tendance à confondre beaucoup de choses. Lesquelles, par exemple? On a tendance à penser que, bon, le grand diplômé, qui plus est un spécialiste des questions institutionnelles, pourrait faire l'affaire. Mais il y a une ligne de démarcation, de mon point de vue, visible entre ses capacités intellectuelles intrinsèques, et dont on a besoin d'ailleurs, et la réalité du pouvoir, la réalité de l'exercice du pouvoir. Le gap est assez impressionnant, important de mon point de vue, parce que le spécialiste des questions politiques, le politiste, le politologue, etc., pourrait bien conseiller, par exemple, un chef d'État. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont les mieux placés pour exercer le pouvoir. Et donc, je le souligne simplement pour qu'on prenne la question désormais sous un autre plan, qu'on l'analyse sous un autre plan, et ne pas penser tout de go que le grand intellectuel, celui qui a fait d'énormes études et qui est bardé de diplômes, pourrait faire l'affaire en matière donc de gestion du pouvoir d'État. Troisième chose qu'il me plaît quand même de souligner, c'est que nous avons évoqué tout à l'heure que la démarche qu'a suivie M. Tometti, en tout cas me concernant, que cette démarche n'est pas la plus plausible possible, parce que en amont ou en aval, pardon, il n'a pas échangé avec des groupes, il n'a pas constitué des groupes politiques, il n'a pas travaillé à s'enraciner politiquement pour prétendre exercer le pouvoir d'État. Mais tout à l'heure, mon vis-à-vis a laissé entendre que ce n'est pas exclu qu'il en vienne là. Mais lorsque vous voulez aller aux négociations avec des pôles de pouvoir politique, il faut y aller en gardant un certain nombre d'atouts. Mais lorsque vous précitez vous-même et que vous annoncez au billet que vous êtes candidat, qu'est-ce que vous attendez de cela? Soit ils choisissent de vous suivre bêtement, peut-être qu'ils ont d'autres alternatives dans leur tour. Mais Patrick, dans ce cas de est-ce que c'est exclu que l'homme ait pris langue en sourdine déjà avec un certain nombre et fasse ce qu'il a fait là? Non, c'est pas évident. D'ailleurs, à 2 ans des élections, de l'élection présidentielle, contrairement à mon vis-à-vis, je trouve que c'est trop tôt. Parce qu'en 2 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. S'il était membre d'un parti politique, oui, parce que le parti politique est fait pour exercer le pouvoir d'État, qu'il soit de la mouvance ou de l'opposition, il est enclin, le parti politique est enclin à exercer le pouvoir d'État. S'il faisait partie des groupes d'alliance constitués, oui, je pourrais espérer qu'il va continuer à influencer ces groupes jusqu'en 2021, mais ce n'est pas le cas. Cette précipitation, sans s'assurer du minimum politique possible, sans s'assurer de ce minimum, je ne veux pas croire au caractère
sérieux, très sérieux de cette candidature-là. Voilà. Au minimum possible, Marcel Zoumenou, c'est vraiment exclu que l'homme ait pris d'autres attaches qu'on ne perçoit toujours pas, toujours en surfant sur la réalité béninoise, qui est ce que Patrick aussi a évoqué. Vous annoncez trop tôt, là où vous allez, attendez-vous à essuyer des coups. Et dans ça, on pourrait, n'est-ce pas, s'abstenir d'exposer aujourd'hui ce qu'on peut considérer comme des partenaires potentiels, quitte à les révéler plus tard. Donc, participer d'une nouvelle stratégie, non? Oui, j'ai tout à fait, parce que moi, je crois que je continue de dire que, puisque mon vis-à-vis a parlé tout le temps de précipitation, le mot, je l'ai retenu. Non, je crois qu'il faut qu'on évolue dans la manière de faire les choses. C'est ce que moi, je vois autour de cette nouvelle approche. Et on ne peut pas continuer à toujours annoncer les candidatures à quelques mois de l'élection présidentielle. Et c'est ce qui fait que, si vous suivez très bien, ce qui se passe dans notre pays, les différents présidents qui ont occupé, c'est quand ils viennent au pouvoir, ils se révèlent en fait. C'est-à-dire que les citoyens votent pour eux sans trop les connaître. Et c'est au pouvoir qu'on commence par s'habituer à leurs pratiques. Et c'est ça qui fait que, et c'est des fréquents dans notre pays, que les premières élections législatives qui viennent souvent quand nos chefs d'État viennent au pouvoir, souvent, ils ont toujours des difficultés pour avoir une majorité. Bon, pour les cas que nous avons vus depuis 90, la plupart du temps, ils ont perdu les choses. Parce que les gens les découvrent et disent « Ah, mais c'était pas ce que nous croyons être ». Et ce regret perpétuel, chaque fois que les gens votent, 2 ou 3 ans après, ils regrettent. Ah, mais c'est pas... on ne pensait pas qu'il allait faire les choses comme ça. Je crois que nous pouvons corriger cela par cette démarche en les habituant à des gens qui connaissent beaucoup plus tôt que des gens qui viennent à quelques mois de l'élection présidentielle. Et quand il va finir de dire ça, je dirais que... Il y a l'autre aspect que mon vis-à-vis aussi a abordé, c'est est-il capable d'être le candidat d'un groupe? Et je remets cet élément dans le contexte béninois pour dire que la plupart, sinon la totalité de ceux qui ont été élus présidents de la République dans notre pays ont toujours commencé par des initiatives solitaires. C'est-à-dire que quand tu prends, que ce soit avant même l'actuel président, ils ont d'abord commencé par dire « je vais être candidat » avant que les partis, les groupes politiques ne viennent s'associer, ne viennent s'ajouter à eux. C'est ce qu'on a toujours observé. Et sur ce plan, je crois qu'il n'a fait que ce qui se passe. Mais là où je vais bémoliser cet élément par rapport à M. Tometi, c'est que la classe politique, ce qui fait bouger les hommes politiques, ce qui fait qu'ils courent, en tout cas pour ce que moi j'ai vu depuis 1990, c'est l'argent. C'est ça qui fait courir. C'est ça qui fait bouger. C'est ça qui fait bouger. Quand quelqu'un annonce sa candidature, l'homme politique béninois ne regarde pas forcément les meilleures idées qu'il a. Il ne voit pas forcément les meilleures. C'est l'argent. L'argent qu'il a. C'est l'argent qui fait bouger les choses. Et à ce niveau, je ne connais pas M. Tometi comme un bourgeois. Je ne le connais pas comme homme d'affaires. Je ne le connais pas comme membre d'une institution internationale capable de mobiliser des milliards. Et à ce niveau, je voudrais mettre le bémol. Sinon, je dirais que ce qu'il a fait là, c'est ce que tous les candidats que nous voyons faire, c'est d'abord une initiative personnelle qu'ils annoncent, et après, ils rallient un peu les hommes politiques autour d'eux pour devenir une candidature. Alors, on a pu avoir, avant de vous laisser la parole, on a pu avoir, et vous allez réagir aussi là-dessus, un homme en tenue kaki, si vous voulez, le général Persona. On a connu un grand économiste qui, en dépit de ses efforts, on continue de dire qu'avec lui, le BDI a eu les meilleures performances jusqu'à présent. On croit que c'est un spécialiste, Dieudonné Souglo, pour ne pas le nommer. On a eu un banquier d'affaires, on a ensuite eu un homme d'affaires pur et dur. Tometi pense qu'il faut maintenant quitter le derrière du rideau, l'intellectuel, le cadre qui toujours est là, à envoyer les idées qui ne sont pas forcément respectées. Donc expérimenter maintenant l'intellectuel à la tête de l'État. Ça peut faire tâche lui. Oui, les intellectuels, et je crois que la philosophie dit qu'il faut confier
les pouvoirs aux philosophes. Et donc, c'est ceux qui savent, ceux qui connaissent les choses qui doivent diriger. Donc, moi, je crois qu'ils sont venus, ils sont en train de comprendre que tout ce qui se passe dans notre pays depuis 90, c'est l'échec des intellectuels. Moi, je le dis toujours, c'est l'échec parce qu'à un certain moment, ils ont laissé l'arène qui a été occupée par les commerçants, les hommes d'affaires, les cambis, les businessmen. Vous prenez notre assemblée, 80%, 90%, c'est les hommes d'affaires. Aujourd'hui, c'est eux qui ont le système en main, qui ont gangréné le système. Et nous avons vu les limites de ce que nous pratiquons. Parce qu'aujourd'hui, le principe actif du système politique, pour utiliser un terme médical, le principe actif du système politique, c'est l'argent. Le système politique béninois, c'est l'argent. Et un intellectuel, il peut changer un peu les choses parce que d'abord, il n'a pas beaucoup d'argent à donner. Mais la question que je me pose à ce niveau, pour bémoliser ce que je viens de dire, je crois que ce travail devait être fait en amont avant que des intellectuels comme celui-là n'annoncent leur candidature. Parce que là, il va faire face à des populations qui sont habituées à une pratique. Et je ne suis pas sûr que dans l'intervalle de 1 an, 2 ans, cette pratique peut disparaître. Et donc, il fera face à des gens qui ont une certaine manière de faire, qui savent que quand il y a élection, l'argent circule, qu'il faut en prendre pour voter. Et c'est vrai que là aussi, tous ceux qui prennent ne votent pas faussement pour qui ils prennent, mais ils sont habitués à prendre. Ils sont habitués à prendre. Oui, avant votre réaction toujours sur cette question, l'homme pense qu'il faut finalement franchir une étape décisive. Cesser de mettre les intellectuels au frigo et le mettre au devant de la scène pour expérimenter autre chose pour le Bénin. Oui, en fait, il n'a pas tort. On ne peut pas lui jeter la pierre pour ça. Il n'a pas tort. C'est tout à fait normal que la gestion des affaires publiques soit confiée, n'est-ce pas, à ceux-là qui ont appris à mieux le faire. Mais ici, nous sommes au premier plan de la gestion des affaires publiques. Et donc, il faut une certaine dualité. La dualité recommande simplement qu'on ait à la fois un intellectuel, c'est-à-dire un homme ou une femme, qui soit à la fois intellectuel et acteur politique. Il faut réaliser finalement en cet être-là, cette osmose. Et c'est cette osmose qui lui permettra de gérer avec efficacité. D'abord, d'accéder au poste et ensuite de gérer avec efficacité. Deuxième chose que je m'en vais souligner, c'est que vous avez parlé, mon vis-à-vis a parlé tout à l'heure, donc de l'oiseau rare. C'est vrai, c'est une réalité béninoise. Il a profité pour souligner que ceux-là qui ont réussi, c'est parce qu'ils ont annoncé qu'ils ont fait du chemin seuls. Ils ont été solitaires, ils l'ont annoncé, mais ça ne s'est pas passé exactement comme ça. C'est vrai, ils ne l'ont pas caché, mais ils ne l'ont pas dit de façon expresse. Ils ont attendu le moment opportun pour l'annoncer. C'est vrai qu'en Sourdine, ils menaient des actions, ici et là, soit des actions sociales, soit qu'ils animent des conférences ici et là, mais ils ont attendu de prendre langue avec un certain groupe, avec certains partis politiques, de façon à avoir ne serait-ce qu'une esquisse de l'alliance qu'ils seraient amenés à constituer avant de dire publiquement qu'ils seront candidats. C'est vrai qu'on a deviné, mais deviner ne peut pas être situé à la déclaration effective de celui qui prétend briguer le fauteuil présidentiel. Donc, il y a cette nuance que je voudrais apporter pour qu'on revienne toujours à la sociologie du Bénin, à la sociologie politique du Bénin, pour dire que c'est risqué, hein, c'est un risque très élevé, hein, de dire déjà à 2 ans, hein, de la présidentielle de 2021 qu'on est candidat. Mais cela dit, c'est tout à fait normal. Si on était dans un processus normal, c'est qu'on aurait déjà su ceux qui seront candidats en 2021, à savoir qu'ils sont déjà membres d'un parti politique, à savoir qu'ils ont déjà constitué des alliances, à savoir qu'ils travaillent quotidiennement à céder, n'est-ce pas,
au fauteuil présidentiel, parce que justement, la vocation d'un parti politique, c'est d'en arriver là. Et donc, si c'était inscrit dans cette dynamique, on ne trouverait pas, en tout cas, je ne serais pas en train de dire que la déclaration de sa candidature est précipitée. À ceux qui doutent du sérieux de ma candidature, dit-il, ouvrez grandement les yeux, tendez vos oreilles, les prochains jours nous situeront. Mais je vous dis ceci, je le cite une fois encore, je vais démystifier les gens qui ont une conception affairiste du pouvoir d'État et les mettre à leur juste place. Signé Narcisse Topeti, il poursuit. Assez la pagaille, assez les mensonges. Pour une fois, le Bénin aura un président de la République spécialiste des questions institutionnelles et non un mystificateur. Mes promesses m'engagent et engagent le peuple. Je vais mettre fin à la crise des serments. Je vais vivre mon serment comme ce lien entre l'Écosse et l'université. Je vais gouverner par la parole, des méthodes saines et en professionnel. Je m'arrête là, Marcel Zoumeno. Bon, les idées sont... ce qui est bon, c'est ça flatte ces idées. Mais il faut qu'il réussisse, comme je le disais, à faire de ça, de tout ce qu'il pense, de tout ce qu'il dit sur le Bénin. Il faut qu'il réussisse à faire de ça un bon projet, un bon projet politique, un bon projet de candidature. Et parce qu'il y a des étapes à franchir. Nous venons de dire sur le plateau ici les insuffisances de son projet. Et donc, moi, mon souhait, c'est qu'il puisse réussir à faire cette transformation pour que ça soit un projet un projet sérieux qui est porté par un groupe de personnes et qui peut faire mouche. Alors, sinon, la question de les la gens parole, qui par le oui, passé ont de très bonnes idées, on en a connu et qui n'ont pas passés à pu côté de la plaque. aller. Mais Marcel, le principe du respect de la parole donnée, lorsqu'on occupe un fauteuil aussi important, est-ce vraiment envisageable? Et il lui dit, mes promesses m'engagent et engagent le peuple. Le respect de la parole donnée, j'en ferai le vivier de ma gouvernance. Non, là aussi, c'est une bonne idée qu'il faut encourager, qu'il faut promouvoir dans notre pays. Il faut promouvoir, oui, parce que qu'est-ce qu'on a vu ces dernières années? Des gens qui, en tant que candidats, annoncent autre chose et une fois au pouvoir, font le contraire de ce qu'ils avaient annoncé. Et donc, ça ne permet pas de prendre au sérieux le poste, le poste qu'ils occupent. Et vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de Béninois disent moi, je suis fatigué de cette histoire, je n'y ai pas voté. Parce qu'ils sont déçus. Et donc, il faut des gens de nouveaux types d'hommes politiques qui puissent redonner espoir à ceux qui disent moi, j'ai rien à foutre avec l'histoire de politique où les gens disent des choses, ils ne font plus rien. Donc, je crois qu'on a besoin d'un discours totalement nouveau. Et ce discours, je crois qu'il peut épater s'il est porté dans un projet, comme je l'ai dit, qui est le sociologue dit la désaffection que les populations nourrissent de plus en plus à la chose politique. Est-ce qu'on peut arriver à vaincre du mal, s'il faut le considérer comme un mal, parce que ça ouvre la porte au taux d'abstention, pour ce qu'on observe souvent? Est-ce qu'on peut en arriver à rompre avec, en essayant de tenir un autre type de langage et en restant en phase avec? Bon, à la lecture d'un auteur que j'admire beaucoup, je vais parler donc d'Albert Olivier Richman, qui a développé même la théorie liée à la désaffection politique, qui a parlé donc de loyauté, de voice, donc la prise de parole, et ensuite de exit option, ce qu'il dit oblige les acteurs politiques à revoir leurs idées. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui avec Topeti s'inscrit parfaitement dans cette logique, à savoir qu'il est promoteur des idées qui ne sont pas forcément nouvelles, mais des idées dont on a besoin pour changer la donne au niveau de la gestion des affaires au sommet de l'État. Tout le monde sait aujourd'hui que la question liée à l'emploi est une question, si vous voulez, centrale, nodale. Tout le monde sait que la bonne gouvernance ne l'est pas moins. D'ailleurs,
c'est la cheville ouvrière. Tout le monde sait que la lutte contre la corruption reste vraiment une question importante qui puisse faire en sorte que l'on puisse nourrir la jeunesse, l'on puisse assurer l'éducation, l'on puisse permettre à la couche juvénile qui est formée dans nos universités et ailleurs de pouvoir se frayer du chemin, n'est-ce pas, sur le marché de l'emploi. Tout le monde le sait. En réitérant, n'est-ce pas, ces idées, on est en phase. On sait qu'il faut révolutionner un certain nombre de choses pour que la réalité nous montre autre chose que ce à quoi on est tout le temps habitué. Il pense qu'il faut accorder une place de choix à la jeunesse pour une population qui de plus en plus se rajeunit. Et là, il parle de la barre des 90%, à jouer sur ce qu'il appelle le talent réel à tous les niveaux d'activité, sans distinction aucune. Non, valoriser la jeunesse dans son milieu d'activité et lui faire croire qu'il n'y a pas de sous-métier. Oui, je l'ai souligné rapidement, c'est que voilà quelqu'un... Tous les métiers sont importants. Oui, aujourd'hui, il faut faire en sorte. Nous assistons d'ailleurs à une crise du service et de plus en plus, vous avez l'argent, vous sollicitez un mécanicien, un garagiste, il n'est pas compétent. Il vous tourne en rond, il intervient sur votre moto, sur votre véhicule, et vous n'avez pas les résultats. Vous cherchez un maçon, il fait mal. Et donc, c'est la crise du service. Et donc, il est important aujourd'hui d'insister sur les acteurs qui pourront faire en sorte que l'on ne vive plus ces situations. Et la jeunesse reste la cheville ouvrière, comme je l'ai dit. Et donc, il va falloir préparer la jeunesse, former la jeunesse, mettre les moyens à la disposition de la jeunesse pour qu'elle soit bien formée et pour qu'elle soit utile pour l'avenir de son pays. Alors, Marcel, maintenant, sur la question, la jeunesse, cheville ouvrière, mais ici, l'on pense qu'il faut aller vers la jeunesse là où il est, l'aider à avoir confiance en lui-même, à croire que ce qu'il fait est valorisant pour lui, mais l'aider à mieux le faire et bien le faire. Oui, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Et quand moi je regarde aujourd'hui, la plupart des jeunes, les projets qu'ils ont, c'est de quitter le pays. Hein. Ah bon? Oui, c'est le projet commun. Oui, la majorité des jeunes, pas eux tous, mais la majorité, quand vous discutez avec eux, moi je suis fatigué de ce pays, bon, il faut que j'aille ailleurs. On le retrouve, que ce soit dans le monde des jeunes ouvriers, que des intellectuels qui ont peut-être le master, qui ont fait une thèse. Donc leur projet, c'est de quitter le pays. Et donc, quand vous avez une jeunesse qui commence à désespérer jusqu'au point où il pense que pour se réaliser, il faut aller dans le pays d'autrui. Je crois que c'est un problème sérieux. Et il faut qu'on puisse encourager les candidats qui veulent accéder à ce poste de prendre cela et de noter cela sur le calepin comme le premier point sur lequel ils doivent travailler s'ils deviennent président de la République. Sinon, c'est une bombe et c'est une poudrière sociale que nous sommes en train de Marcel, quand vous avez des jeunes qui sont formés, qui ont le master, qui ont des diplômes, mais qui sont à la maison depuis 5 ans, 10 ans, qui ne font rien, c'est bon. Votre mot de la fin? Non, mon mot de la fin, c'est de travailler à inverser les choses et que le système politique béninois reste plus et sûrement ne soit plus basé sur l'argent. Mais en lisant un peu les derniers textes qui ont été votés, le code électoral et l'achat des partis politiques, et je ne me rappelle plus ça, l'article 17 ou l'article 18 qui parle des conditions pour créer un parti. J'ai lu le dernier alinéa de cet article. On dit l'idéologie à titre facultatif. Ça dit quoi? Ça dit que l'idéologie n'est plus une priorité pour avoir un parti. Et donc, vous comprenez que les gens qui ont fait cette loi, les législateurs qui ont fait cette loi, l'ont fait à leur image. Ils ne connaissent pas l'idéologie. L'idéologie qu'ils connaissent, c'est l'idéologie de la pécune, l'idéologie de l'argent. Et ça, il faut le combattre. Merci beaucoup. Patrice Renaud, pour conclure. Oui, je voudrais, en guise de conclusion, souligner 2 choses. La première, c'est que la politique telle que l'on l'a menée jusqu'à présent mérite d'être revue pour le bien des citoyens, parce que nous sommes à une phase critique et je ne jette la pierre à personne, mais les problèmes à régler sont là. Les problèmes liés à la jeunesse, revoir la façon dont la corruption a gangréné le monde. Et la deuxième chose,
insister sur la formation de la jeunesse. Merci lui à donner vous. des opportunités. Merci Patrick Renou, oui, lui donner des opportunités. Les idées se joignent car c'est une poudrière, une jeunesse laissée à elle-même, laissée au désespoir. Il faut l'en sortir au plus tôt. Merci Marcel Zoumeno pour la contribution à ce débat. Mesdames, Messieurs, ce n'est qu'un pan du sujet. Nous y reviendrons dans les tout prochains jours sans doute. 100% Bénin pour le numéro du jour, on s'en arrête donc là et je vous fausse compagnie sur cette citation de Nicolas Machiavel. Mais un autre pan de l'homme qu'on connaît très peu. L'audace, dit-il, emporte souvent ce que l'on n'obtiendrait point par des moyens ordinaires. Sachez prendre votre courage à deux mains. Quand ça sent l'impossible, vous pouvez y arriver lorsque vous y croyez. Soyez des hommes audacieux. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.